Qu'est-ce que tu as, Rosetta? Tu perds la tête. Qui n'est pas contente? J'ai bien mangé. M'en fiche, je partirai pas. Donc il ne sert, je pense, qu'à nous nourrir. Mais je suis votre nourrice. Mais nourrir n'est pas gaver. Il faut toujours grossir, grossir, grossir. Comme si nous étions des oies grasses. Mais vous étiez si maigre, ton frère et toi, quand vous êtes arrivés au Grand Hôtel, qu'il est bien normal que l'on veuille vous faire grossir pour que vos parents... Mais nous ne reverrons pas nos parents. Tu es aussi naïf que Benjamin. Et tu es aveugle. Nous sommes tombés dans un piège. Tu ne vois rien. Moi, je vois. Et que vois-tu que je ne verrai pas? Je vois que cette fenêtre n'est pas une fenêtre. Je vois que le port, les yachts, la mer, le soleil ne sont ni un port, ni des yachts, ni la mer, ni le soleil. Sommes-nous seulement dans un hôtel? Comme les cartes postales de vos parents qui ne sont pas de vos parents. Mais tu divagues, Rosetta. Si ce que je vois n'est pas ce qui est, alors qu'est-ce que c'est? Des images. Ce sont des images que l'on voit par la fenêtre. Mais pourquoi ne s'ouvre-t-elle pas? Parce que ce n'est pas une fenêtre. C'est un écran. Un écran. Depuis notre arrivée, les mêmes images défilent en boucle. Le soleil se couche toujours au même endroit. Pourtant, il y a plus d'un mois que nous sommes ici. Tout est faux. Nous vivons dans un décor. Nous sommes enfermés dans un décor. As-tu les clés de nos chambres, nourrice? Non. Avons-nous été à la plage? Non. Pourtant, on dit que le grand air ouvre l'appétit. Sommes-nous sortis une seule fois? Non. Et cela ne t'étonne pas? Mais non, c'est une précaution sanitaire, une mise en quarantaine avant que nous puissions sortir. Savons-nous où, quand et comment nous retrouverons nos parents? Intendante ne répond jamais quand je le lui demande. C'est vrai. Où sont-ils? Nous n'en savons rien. Alors, tu serais prisonnière? Tu en doutes encore? Si Benjamin et toi, vous êtes prisonniers, je le suis également. Ne l'es-tu pas? À quelle fin? Dans quel but? Pourquoi nous emprisonnerait-on? Cette fausse fenêtre, cet écran, nous montre de belles images. Mais je ne sais pas ce qu'il nous cache. Bonjour les enfants. Quelle vue! Vous avez la plus belle du Grand Hôtel. Nous vous avons attribué le plus bel appartement. Notre pays enchanté, vraiment merveilleux. N'est-ce pas, mon garçon? Tu te plais ici? Oui, madame. Tu manges bien, Grand Hôtel. Oh, je mange tout. J'ai bien grossi. Regardez. C'est bien, c'est bien. Belle pièce. Ça sent la chair parfumée au rhum. Dans le banquet. Dans quelques jours, Darling. Que me dit l'intendante? Celle-là ne mange pas. Un tas d'os, pas de chair, que peut-on faire de ça? Vous pouvez trouver des cas de coopération. On a du commerce. Le business a été inventé, par exemple, par les poissons labres. Puisque je ne vous parle pas des poissons, mais du côté des poissons, on a découvert des cultures chez les poissons. On a découvert, par exemple, oui, le commerce. Le commerce, la publicité, la contre-publicité. Quand je dis commerce, c'est parce que les labres sont des poissons, c'est notamment les labres nettoyeurs, qui vivent de l'entretien qu'ils font des autres poissons. Et suivant le poisson qui vient là où ils sont, ils ne se comportent pas de la même manière. Surtout s'ils savent s'ils sont observés par d'autres poissons qui attendent pour à nouveau se faire traiter. Parce que si c'est par exemple un poisson du récif, pas con le labre,
Pourquoi je vais m'emmerder à super bichonner ce poisson qui, de toute façon, il est dépendant du lieu. Bref, il est dépendant de qui? Ils ont inventé le monopole de moi. Donc, si ce poisson du cru, hein, je vais le toiletter le plus vite possible, de manière... Et souvent, d'ailleurs, en le croquant un petit peu dans le mucus, parce que j'aime bien le mucus, mais eux, ils n'aiment pas. Mais il ne peut pas trop se passer de moi. Mais par contre, si le même poisson est là, avec, dans la file d'attente, des poissons qui sont des poissons non locaux, c'est-à-dire qui ne dépendent pas du lieu, qui peuvent partir ailleurs s'ils voient que le service est mal fait, le même labre, pas con la bestiole, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'applique, c'est-à-dire qu'on voit qu'elle modifie, voire même elle passe 2 fois au même endroit alors qu'elle n'a pas besoin d'y passer, parce qu'elle sait qu'elle est observée par un poisson qui a la possibilité de passer à la concurrence. Mais si dans la même file d'attente, il n'y a que des poissons qui n'ont pas la possibilité de passer à la concurrence, elle fonctionne de la même manière. Et on a des cas même encore plus vicieux, parce qu'en fait, les labres travaillent à l'équipe. Problème, c'est que s'il y en a un qui fait une connerie, ça rejaillit sur le groupe. Donc, s'il y en a un ou une qui ne fait pas correctement son boulot, elle va être éjectée. Mais il y a des fois, ceux qui sont éjectés, ils vont monter leur station de nettoyage quelques mètres à côté. Et comment faire venir chez eux la clientèle, alors que d'habitude, la clientèle, elle va là et elle a ses habitudes. Moralité, alors ils se mettent dans des endroits où ils sont bien visibles, hein, pour qu'on puisse être identifiés par les poissons, le mérou par exemple de passage, choses comme ça. Mais il y a plus subtil. Parce que ça, c'est respectueux, si vous voulez, du marché. Il y a la possibilité d'aller saboter le travail des autres. C'est-à-dire qu'on retourne là où ils bossent, on se fait passer pour un membre de l'équipe de nettoyage, on croque le poisson, qui évidemment réagit, mais en pensant que c'est ce groupe-là, et moralité, il aura tendance à ne plus revenir à cet endroit-là et chercher un autre endroit. Dallas, ton univers impitoyable, dans un poisson qui fait 10 cm. Ça ne doit pas forcément demander beaucoup d'intelligence, alors est-ce que c'est ceci qui explique cela chez l'homme? Je ne sais pas. En tout cas, des stratégies élaborées, où on est conscient qu'on est observé, qu'on est conscient d'être regardé, on peut en trouver là, dans des espèces qui sont éloignées depuis des millions et des centaines de millions d'années des nôtres, chez les poissons. Et c'est pour ça que l'étude de l'éthologie des poissons est extrêmement récente. Voilà. Donc vous seriez étonné du nombre de capacités cognitives qu'on a pu observer chez les poissons, en apparence avec quelques... C'est comme l'intelligence des abeilles, en apparence il n'y a pas beaucoup de neurones, mais ce qu'ils en font avec est absolument bluffant. Mes chers amis, un poisson rouge n'a pas une mémoire de poisson rouge. Un poisson rouge est capable de reconnaître la personne qui les nourrit. Bon, je fais partie du club de défense des poissons rouges. On s'est amusé à mesurer la persistance mémorielle chez des poissons rouges, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Bon, qui c'est qui tient le micro? Nous allons accueillir pour commencer Christophe Barbreau, qui est directeur de recherche CNRS en écologie évolutive, qui travaille au Centre d'études biologiques de Chizé, je ne me suis pas trompée, et qui va nous parler des oiseaux marins. Donc aujourd'hui, effectivement, nous aurons des interventions. Hier, on a parlé de l'animal qui n'existe pas en général. Et bien aujourd'hui, on va avoir des exemples voilà, de différentes espèces. Voilà, bonne conférence et voilà, à vous Christophe. Merci. Bonjour à tous et à toutes, et puis merci surtout à l'équipe de la Académie en campagne pour cette invitation. Près du micro. Près du micro. Pardon. Je remercie toute l'équipe de la Petite Académie en campagne pour l'invitation. Alors effectivement, hier l'animal n'existait pas non seulement en théorie, on va dire, mais en image aussi. Malheureusement, j'ai trouvé un peu dommage que dans l'exposé, il n'y ait pas une seule photo d'animaux. Alors qu'Eric nous a raconté plein d'anecdotes sur beaucoup d'animaux, on n'a pas vu de photos. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, vous verrez beaucoup plus d'images et d'illustrations de différentes espèces.
Donc, moi je voulais vous parler des oiseaux marins. Par ici, il n'y en a pas trop. Je pense qu'il y a quelques goélands de temps en temps et quelques mouettes. Cormorans. Et des cormorans. Donc je voulais parler plutôt des oiseaux marins du grand large. Et vous faire un petit aperçu de qu'est-ce que c'est qu'un oiseau marin, comment ils vivent, comment est-ce qu'on peut les suivre, les étudier, quelles sont les menaces en fait sur toutes ces espèces d'oiseaux actuellement. Voilà, donc j'arriverai pas à tout brosser en 3 quarts d'heure, à peu près 1 heure, mais au moins ça pourra vous donner une petite idée de ce qui se fait sur ces espèces-là. C'est qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui se font prendre dans les filets ou sur les hameçons. Et l'impact au final, ça a été une diminution quand même importante, puisque la population qui a été suivie a décliné de 37% en une vingtaine d'années sur l'île de la Possession. Alors depuis, il y a eu ce qui est quand même aussi rassurant d'un certain côté, c'est qu'il y a eu des mesures de prise pour essayer de limiter les prises accidentelles sur les palangres. Et on a depuis une petite dizaine d'années maintenant, la mortalité a considérablement réduit et la population est en train peut-être de doucement remonter. Donc il y a des solutions. Une autre menace qui devient de plus en plus préoccupante, c'est tout ce qui est lié à la pollution. Alors pollution, on entend souvent par pollution chez les oiseaux de mer, c'est les marées noires. En fait, c'est pas forcément ce qui est le plus impactant. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est les plastiques. Donc vous avez entendu parler du 7e continent. Il y a énormément d'oiseaux de mer en fait qui voient des morceaux de plastique à la surface et puis qui font pas la différence, qui le prennent, qui l'avalent. Et là, vous avez une photo d'un poussin d'albatros qui a été prise aux îles Hawaï, qui est mort en fait parce que il avait l'estomac plein, mais plein de plastique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train de... Alors non seulement il y a l'ingestion directe, mais en plus il y a les polluants qui sont relargués pendant l'ingestion et qui passent et qui peuvent être des contaminants très, très sérieux. Et à propos de contaminants, ensuite, c'est le deuxième type de problème avec la pollution, c'est les contaminants par les métaux lourds ou par tous les pesticides ou produits chimiques qu'on a sur nos vêtements. Qui vont se retrouver jusqu'en Antarctique. Donc, tous les oiseaux marins qu'on a prélevés et pour lesquels on a mesuré et cherché des polluants style de mercure, des retardateurs de flammes, etc. On a trouvé partout. Donc ça veut dire qu'il y en a partout, du pôle nord au pôle sud. Une autre menace très importante, en fait, c'est tout ce qui est prédateurs introduits. Donc les oiseaux marins, il y a beaucoup d'espèces qui vivent sur des îles où ils n'ont jamais commis de prédateurs, et souvent quand l'homme arrive sur ces îles, il ramène des prédateurs, volontairement ou pas. Donc typiquement, les prédateurs involontaires, c'est souvent les rats et les souris, mais qui vont être de redoutables prédateurs, parce que les oiseaux marins n'ont pas développé de mécanisme de défense vis-à-vis de prédateurs. Et un autre type de prédateur qui peut poser sérieusement des problèmes, y compris ici d'ailleurs, c'est en fait les chats, qui peuvent être vraiment des prédateurs aussi redoutables. Et enfin, on l'a vu tout à l'heure, dernière menace qui commence à avoir des effets sur certaines espèces, le réchauffement climatique. Voilà, donc j'en termine avec cette diapo, bibliographie. Il n'y a pas énormément d'ouvrages en français. Il y a un ouvrage, ça c'est un guide, qui est un guide anglais en fait, qui a été traduit, donc c'est un guide d'identification, qui est vraiment très bien, parce qu'il y a toutes les espèces du monde d'oiseaux de mer. Il date un peu, il était au milieu des années 80. Mais pour ceux que ça intéresse, c'est vraiment un guide important. Un ouvrage sur les recensements, les oiseaux marins de nicheurs de France métropolitaine. Donc ça, c'est un recensement qui est fait tous les 10 ans. Donc vous avez une fiche par espèce, les effectifs, des cartes de distribution qui est pas mal. Ça, c'est un ouvrage de vulgarisation qu'on a fait avec un collègue. Et puis vous avez aussi un ouvrage sur les oiseaux marins nicheurs de Bretagne qui est aussi bien rédigé. Et ensuite, vous avez pas mal d'ouvrages en anglais. Donc des guides d'identification comme ces deux-là, sur les manchots, et puis des choses vraiment plus générales sur l'histoire naturelle, la vie des oiseaux de mer, qui sont par exemple ces deux-là qui sont de très bons ouvrages. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions,